bassin. Bonjour à tous, bienvenue pour ce 7e numéro de Le Bassin est à vous. Bonjour Myriam. Bonjour Pascal. C'est une émission, vous le savez, qui nous permet de vous retrouver chaque semaine depuis une ville du bassin d'Arcachon différente. Et ce soir, on est à Biganos, Myriam. Oui, avec des cabanes très colorées sur son port très connu. Et puis, c'est déjà une ville qui existait au temps de l'ère gallo-romaine. Parce qu'elle se prénommait déjà Boyos pendant la préhistoire. D'où le nom des habitants, le gentilé, comme on dit, des habitants oui. de Biganos, puisqu'on les appelle les Boyens. Oui. Et c'est un peu le carrefour du bassin. C'est ça, c'est un petit peu le carrefour, on le verra tout à l'heure avec le maire. Alors Bruno Lafont sera notre invité parce que c'est une ville qui offre plein de visages et plein de richesses et on le découvrira bien entendu tout au long de cette émission. Et puis nous aurons aussi Dominique Pierre qui est le fondateur de la société Kitea, construction de modules bois très cher à Bruno Lafont, on le verra tout à l'heure. Et puis on aura aussi Cyril Perpina qui nous parlera de sa serre aux délices. Et puis c'est Catherine Lisin qui nous parlera du premier Escape Game, ce jeu très à la mode chez les adolescents, les adultes mais aussi les enfants, premier Escape Game du bassin d'Arcachon qu'elle vient de créer. Et puis bien sûr on aura de la musique et puis ça sera Jérôme Gassus qui sera avec nous, un clarinettiste mais pas seulement. Il joue surtout du jazz mais celui que j'aime. Ah oui, celui de la Nouvelle-Orléans. La New Orleans. Ah oui, j'adore. D'ailleurs on va l'écouter tout de suite. Le premier morceau, Echoes of Springs de Willie the Lion Smith. En plein été ici à Biganos avec Jérôme Gassus, un magnifique clarinettiste qu'on retrouvera tout au long de cette émission puisqu'il nous fait le plaisir de nous accompagner. On est donc sur ce très joli port de Biganos avec le maire de la ville, Bruno Lafont, élu pour la première fois en 2008. Bonjour Bruno. Bonjour. Merci de nous accueillir ici. Je le disais au milieu, Myriam me décrivait ces cabanes colorées. Je disais élu 2008, réélu en 2014 et puis en juin dernier pour ce 3e mandat. On disait en préambule de cette émission, Biganos c'est un peu le carrefour du bassin. Est-ce que c'est une bonne définition pour vous de la ville? Oui, c'est une définition puisque, vous l'avez dit, les premières peuplades sont installées ici, les Boyos. Puis après, lorsque la compagnie de chemin de fer a voulu faire une gare importante, ils l'ont fait au lieu dit Facture, c'est ce qui a créé la dualité Biganos-Facture. Lorsque les compagnies de papeterie sont installées, ils ont choisi également Biganos. Et enfin, le premier hypermarché, on l'a souvent oublié, du bassin d'Arcachon s'est installé à Biganos. C'était un mammouth, et au deux sens du terme. Et puis aujourd'hui, on le voit bien, que ce soit la zone commerciale, que ce soit d'autres activités, Biganos est un carrefour.
Voilà, donc on découvrira ces différents visages au fil de cette émission. On est là sur le port, c'est l'aspect maritime, effectivement. Il y a cette activité commerciale très importante. Il y a l'industrie, il y a les entreprises et les créateurs d'entreprises. On découvrira tout de suite. Oui. Myriam, c'est Dominique Pierre. Absolument, c'est Dominique Pierre, bonjour. Et bonjour. Alors Dominique, vous êtes le fondateur de la société Kitea. Ce sont des modules en bois. Expliquez-nous exactement. Oui, j'ai créé cette entreprise en 2015, les peintures sont encore fraîches, pour créer un concept constructif à base de bois de pays. Bois de pays, c'est bois de Nouvelle-Aquitaine, c'est-à-dire essentiellement du peuplier et du pin des Landes au niveau de ses revêtements extérieurs. J'ai souhaité créer ce concept pour faire des kits prêts à poser pour les particuliers. Et en l'occurrence, nous sommes là pour faire tout ce qui est compliqué. Et nous livrons après directement au domicile du particulier des petits studios de jardin, des annexes, des bureaux, des poules à housse que chaque particulier se monte lui-même, à aider avec un ami ou un voisin, pourquoi pas. C'est très communautaire puisque tout est manuportable. L'originalité, Dominique, de ce concept, c'est vraiment ce côté, vous montez vous-même, vous clients, vous montez vous-même. Oui. On vous apporte tout ce qu'il faut, mais ensuite vous vous débrouillez, avec évidemment des notices et des tutos et tout ce qu'il faut quand même pour pas être laissé à la le choix, le bon repère, c'est le jeu d'enfant que tout le monde connaît, le Capla, qui est en pin des Landes, le Capla. Monsieur le maire pourra en parler du pin des Landes, mieux que moi d'ailleurs. Et ce pin des Landes aujourd'hui, et ce cap-là, il fait vivre quand même 12 personnes près de Bordeaux. Donc c'est quand même sur une simple bûchette. Nous, le sentiment qu'on a au niveau de Kitea, c'est de réaliser un cap-là pour adultes, tout simplement. C'est-à-dire pour que chaque adulte puisse monter son propre studio de jardin. Manuportabilité, c'est important. Donc on est obligé de travailler des bois légers, dont le peuplier, qui est un bois du nautisme avant tout. Et à partir de là, ça permet à chacun de monter en 2-3 jours 20 mètres carrés de studio de jardin ou d'autres applications. Alors justement, par rapport à ce qu'on pourrait trouver au niveau de votre concurrence, on va dire, c'est quoi la différence? Quel est le plus pour vous de votre concept? Aujourd'hui, il y a différents modules, tout peut s'assembler, tout peut se modifier, mais c'est quoi quel est votre petit plus à vous? Alors d'abord, j'ai un plus qui est pour l'instant qui est lié au concept que j'ai développé, c'est qu'aujourd'hui je suis le seul à avoir ce concept dans les mains, puisque je l'ai développé. J'ai quand même fait 18 mois de recherche et développement. Même si on le voit, il est très bête, mais à concevoir, c'est beaucoup d'étapes techniques pour assurer ce que l'on appelle la solidité de l'ouvrage. C'est quand même la base. On est sur un marché émergent. L'annexe, ce qu'on appelle l'annexe, le studio de jardin, c'est un marché émergent poussé par justement l'épisode Covid, le télétravail, pourquoi pas, mais aussi des grandes plateformes locatives comme Airbnb et des lieux comme par exemple Biganos qui sont prêts pour faire des locations à la fois saisonnières ou à l'année. Donc on est véritablement sur un marché qui est émergent. Et Kitea se positionne aujourd'hui, c'est son souhait, comme devenir un leader du kit. C'est là où notre différence peut être par rapport à d'autres personnes qui, eux, vont plutôt faire eux-mêmes le montage par des professionnels. Nous, notre enjeu, c'est que le particulier puisse se monter son studio de jardin. D'accord. Donc, est-ce qu'il faut que vos clients choisissent plutôt le kit plutôt que du clé en main où on vient tout leur faire? Alors, il y a une vraie différence économique, puisque dès l'instant où la personne se réserve le fait de faire elle-même un ouvrage, elle va économiser un temps qui est chiffré par ailleurs par un artisan si l'artisan venait. Donc ça, c'est la grande différence qu'il peut exister. Pour vous donner un ordre d'idée, quand pour faire quelque chose qu'on appelle clé en main, c'est-à-dire par un professionnel 100%, il va à peu près, aujourd'hui, le coût moyen est de 25 000 €. Nous, on est à 10 000 € de moins. D'accord. Voilà. Donc, 10 000 €, il y a des clients qui disent pour 10 000 €, je vais prendre 3-4 jours de mon temps et je vais faire mon propre studio de jardin. Ils vont se lancer un petit défi, pourquoi pas. Avec le plaisir de se le faire, évidemment. Oui, c'est un challenge. Nous, on est là, comme vous le disiez tout à l'heure, pour leur proposer des tutoriels, pour leur proposer des notices de montage et aussi une communauté, c'est-à-dire des clients aident des clients. D'accord. Ah oui. C'est vraiment la solidarité et le partage. Oui, c'est la solidarité, mais c'est pas nouveau. Je sais pas le sujet de l'émission, mais vous avez les maisons Castor des années 60. Oui. C'était tout à fait ça. Après ça, vous avez un magnifique exemple. Et ça perdure. Bruno Lafont, c'est important pour le maire de Biganos qu'une entreprise comme ça, alors il y a la double casquette, vous êtes intéressé à un double titre, j'allais dire, à la fois parce que c'est du bois et que le bois c'est important pour vous, et puis parce que effectivement cette entreprise-là a son siège à Biganos. Bien sûr, quand vous êtes maire, vous voyez arriver un garçon comme Dominique Pierre qui vient dans votre bureau, qui vous explique le concept, moi qui viens de l'entreprise, de suite on ne peut dire que oui. Un maire, il est là pour mettre de l'huile dans les rouages. C'est tellement compliqué aujourd'hui d'avoir une entreprise, surtout qu'elle subsiste,
que lorsque vous avez des gens dynamiques, en plus sur une filière bois, dont vous avez dit, ça mériterait une émission entière sur la filière. Mais donc, j'en ne peux répondre que oui. Et en plus, le concept en lui-même est assez original. Sur des produits, il l'a bien dit, l'Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine, à la totalité des espèces. C'est la région de France où toutes les espèces de bois, c'est la seule région en France où il y a toutes les espèces de bois. Là, il en a cité 2, mais il y a également le Douglas, etc. Lui, il travaille avec 2 essences. Ça suffit, c'est bien, et c'est l'avenir. Et aujourd'hui, si je dois passer un message, ce qui nous pose souci aujourd'hui, pour les responsables de cette filière, c'est que les gens sont complètement déconnectés, nos concitoyens. Ils veulent des maisons avec du bois. Ils vont dans des grandes marques de distribution où on vend des produits avec du bois, mais ils ne veulent plus qu'on coupe les arbres. Et ça, c'est de notre rôle d'expliquer qu'un arbre, ça vit, ça meurt, mais qu'on a besoin également d'une industrie. Et la région d'ici est une grosse machine, je dirais, productrice de bois, mais également de paysage et d'environnement. Dominique Pierre, vous insistez beaucoup sur le circuit court. Alors on disait le bois, il vient de la région, mais vous essayez aussi que tout soit, les différents aspects soient fabriqués à proximité. Oui, alors ça c'est ce qui est permis, c'est ce qui a été le fait de la R&D. La R&D est technique d'un côté, mais aussi ce qu'on appelle le sourcing fournisseur. Donc moi j'ai effectivement souhaité, en plus je n'utilise pas des matériaux particulièrement compliqués, donc c'était quand même un petit peu cocasse aller chercher quelque chose que souvent on a à 50 ou une centaine de kilomètres. C'est le cas. Kitea a des fournisseurs qui a une centaine de kilomètres. Monsieur le maire le disait, le pain des Landes, il n'y a presque qu'à se baisser pour le trouver. Les bons scieurs sont là, les bons transformateurs de bois sont là, mais d'autres fournitures qu'on utilise sont effectivement en circuit court. Ce qui nous a permis, et ça nous permet encore, de passer relativement bien cette période Covid, puisqu'on a pu assurer nos approvisionnements et donc assurer nos livraisons clients. Alors justement, vous parliez de Capla, c'est vachement chouette, mais c'est pas forcément solide. Les studios de jardin de Kitea sont bien plus solides, bien évidemment. Mais comment se porte aujourd'hui l'entreprise? Est-ce qu'elle est solide aussi au bout de 5 ans? Alors, et malgré les aléas que l'économie française et mondiale a connus? C'était pas du tout prévu, hein, vous vous en doutez, en 2015, la période Covid. Mais il se trouve que je n'ai jamais souhaité avoir une entreprise lourde en charge de fonctionnement. Donc j'ai fait un mode un peu start-up, parce qu'en plus le concept le permet. Hein. Donc je n'ai pas besoin de machines-outils importants, je n'ai pas besoin d'investissements lourds sur le plan que pourrait avoir un autre industriel du bois. Moi, je travaille avec ce qu'on appelle de la machine-outil portative, donc c'est très peu onéreux tout qu'on fait me concernant. Donc ça permet effectivement de passer des périodes difficiles économiques par rapport à ça. Ça, c'était quand même assez important. Et le support commercial et de vente est un support e-commerce. Et c'est là où c'est deuxièmement important, c'est que ça nous permet d'être nationalement présents sur la toile Internet, sans avoir des coûts et sans bien évidemment avoir des forces de vente qui quelquefois sont pénalisées, comme en ce moment avec les périodes Covid. Donc on passe aussi l'étape Covid grâce aussi au e-commerce. Circuit court pour les fournisseurs, en revanche les clients dans toute la France? Toute la France, puisqu'on a un système de transport qui fait qu'on va livrer directement chez le client. Alors dans le e-commerce, ils appellent ça la LDD, la livraison directe domicile. Donc le dernier kilomètre est assuré par le transporteur, dans son entité si vous voulez. Donc on n'est pas gêné, on peut livrer, on a livré des Kitea en Corse, on en a fait partir un en Guyane, ça rentre dans les containers, c'est formaté pour rentrer dans les containers. Très bien, c'est intéressant, on ne pensait pas que ça allait si loin, c'est bien. Nos arbres vont très loin. Guyane. Oui, jusqu'en Guyane, oui, parce qu'il y a des ressources bois qui malheureusement, dans les pays du Dom-Tom, ne sont pas toujours compatibles avec la construction bois en tant que telle. Est-ce qu'on peut imaginer un jour aller au-delà du gros abri, du gros studio de jardin et faire une maison avec ce système de kit? Alors ça c'est la deuxième étape, c'est la deuxième vie de Kitea, c'est la deuxième tranche de la fusée on va dire, hein, qui effectivement c'est la maison individuelle, proposée toujours du kit. Je citais tout à l'heure l'exemple des castors, donc il y a des gens qui l'ont fait avant nous, mais nous on souhaite effectivement à travers ce concept constructif de prévoir et de proposer à une clientèle de monter leur propre maison individuelle en bois, en assurant la qualité matériaux, vous l'avez souligné, puisqu'il faut quand même savoir que ces panneaux sont passés devant les certifications françaises, qu'on appelle le CSTB et le FCBA. Donc on est quand même sur un panneau qui assure sur le plan assurantiel technique les notions donc, de solidité de l'ouvrage. Oui. D'accord. Donc après c'est juste le mode d'emploi qui sera un peu plus complexe et un peu sophistiqué. Non, pas tant que ça, parce qu'il se trouve que ce système constructif, vous pouvez faire quelque chose de 20 mètres carrés ou de 200 mètres carrés, c'est toujours le même système d'assemblage. Le capla, vous faites un tout petit capla ou un grand capla, c'est toujours le capla. Dominique Pierre, il ne manque pas d'idées et d'inventivité, Bruno Lafont? Non, mais c'est ce qu'il nous faut. Vous savez, on a souffert sur la filière bois souvent de rester sur des matériaux très traditionnels.
Et il a fallu complètement reconsidérer ce qu'il y avait dans la matière. Aujourd'hui, on va chercher l'essence à l'intérieur, on fait de la chimie verte, le bois se reconstruit. Et je trouve que des industriels ou des entreprises comme la sienne, c'est l'avenir du bois. L'avenir, le parquet lambris, c'est fini, comme a été fini à une époque les traverses de chemin de fer. Donc il y a eu toujours des évolutions ici, où c'est tient pour les mines, puisque ici, dans les mines françaises, le pain maritime était en soutien dans les galeries. Et donc aujourd'hui, il y a une transformation, on est sur une nouvelle ère, et il fait partie des industriels qui, avec un projet, peut montrer que l'on peut faire des maisons avec du bois. Et ça, c'est important parce que c'est la matière d'ici. Alors, vous avez aussi collaboré sur un autre projet dans le Lot, sur un projet de bateau électrique. Oui, ben, là, mon gros problème, c'est que moi, j'ai une idée par jour. Donc, ça me cause un problème, c'est qu'après, il faut les transformer, les idées. Hein. Donc, il y en a une autre qui arrive. Donc, on passe son temps. Oui, alors, c'est un architecte naval du bassin d'Arcachon qui avait ce projet en main et qui nous a sollicité pour créer un habitat flottant. Là où il a retenu son idée de ce coche, c'est le nom, hein, c'est un coche électrosolaire, c'est-à-dire c'est un bateau qui est totalement autonome pour sa propulsion et pour sa consommation d'énergie, pour faire l'eau chaude, pour faire à manger. Il est totalement autonome. Donc nous, notre valeur ajoutée par notre système constructif, c'est sa légèreté et malgré tout ce qu'on appelle sa stabilité structurelle, puisque c'est du contreplaqué, je le rappelle, bois du nautisme. Donc personne n'était dépaysé dans ce domaine-là. Nous avons fait un kit. Au lieu de le monter sur un terrain, elle était montée sur une barge flottante qui était spécifique. Et donc, effectivement, il y a aujourd'hui un coche solaire qui navigue sur le Lot, qui est un type de prototype, bien sûr, et qui est appelé à faire d'autres coches solaires, toujours dans le même principe. Une flotte de bateaux de location pour... exactement, bateau de location. Pour naviguer sur le Lot, mais qui pourrait effectivement créer plein de petits sur les fleuves du monde entier. Mais on peut faire de l'habitat flottant. Oui. Nos voisins du nord de l'Europe le font depuis très longtemps. Hein. Ça permet aussi d'anticiper les problématiques environnementales. On peut développer cela. Il faut que, bien sûr, les urbanismes se mettent, les PLU puissent le permettre. Mais pourquoi pas? Bon, affaire à suivre. Pierre, si moi je veux commander pour le jardin de Myriam un petit studio, le jardin Akitea, la semaine prochaine, je suis livré quand? Alors vous êtes livré, nous on a des délais aujourd'hui de 15 jours à 3 semaines. Dès l'instant où nos clients choisissent dans notre gamme ce qu'on appelle standard. On a 18 modèles standards. Il faut savoir, c'est un terme technique, mais je vais vous l'expliquer, c'est que Kitea a une dimension à un moment donné, une destination, plus exactement, ce qu'on appelle du picking, c'est-à-dire qu'on va fabriquer avant d'avoir le client, et on ira chercher les panneaux qui correspondront à la commande client, on appelle le picking. Et ça permet de réduire considérablement des délais, peut-être sur des 24 à 48 heures. Et alors, tu me construis combien de mètres carrés? Oh bah écoute, on va dealer ça ensemble. Alors faites-le maintenant parce que ça tombe bien, je suis à moins 30% en ce moment, mais ça dure que l'émission. Ça dure que pendant l'émission. Si vous n'avez pas le studio jardin de vos rêves, vraiment, j'y comprends rien. Alors c'est le moment. Dominique Pierre, merci de ces c'est moi. Une entreprise boyenne, une des fiertés de Bruno Lafont. Longue vie à ces projets qui, on le voit bien, ne cessent de fourmiller dans votre tête. Oui. Heureusement qu'on dort la nuit, quoi. Et on va marquer une petite pause de pub et on va se retrouver avec un deuxième invité. Vous ne bougez pas surtout. À tout de suite. Bonjour, moi c'est Éric Griset, déménagement bassin d'Arcachon. Donc c'est une petite structure artisanale. Pourquoi en fait je suis dans ce petit camion? Tout simplement parce que l'aventure a démarré avec et grâce à ce petit camion. Le service et le respect, la qualité de notre travail. Quand on voit un sourire sur les lèvres des clients, c'est notre plus belle récompense et on espère que ça va durer. On porte un meuble, on porte un carton pour vous accompagner dans ce changement de vie, dans ce changement de cap.
Merci d'être chaque semaine un peu plus nombreux à nous regarder. Le bassin est à vous, c'est votre émission hebdomadaire qui nous permet de nous retrouver au fil de l'été dans toutes les villes du bassin d'Arcachon, du tour du bassin d'Arcachon. Et on est aujourd'hui à Biganos. Vous avez reconnu les petites cabanes derrière moi, bien évidemment, les petites cabanes de ce port mythique avec Bruno Lafont, le maire de Biganos. Merci Bruno d'être avec nous. Ici chez vous. Bienvenue. C'est gentil, merci beaucoup. Alors, comme le disait Pascal tout à l'heure, élu pour la 3e fois à la tête de cette ville, vous venez également d'être réélu à la présidence de la Coban. Quel est le mandat qui prend le plus de temps? D'abord, pour spécifier, je suis élu depuis 2001 puisque j'étais adjoint au maire à la ville, à l'urbanisme. C'est comme ça que je suis arrivé après en 2008 comme maire. Vous savez, le mandat aujourd'hui de maire est un mandat d'abord qui prend beaucoup de temps parce que les concitoyens demandent de plus en plus à ce qu'on les assiste, qu'ils demandent un conseil au maire parce que c'est l'élu qui est le plus proche. Oui. On dit que c'est celui qui est le plus près du concitoyen, mais c'est bien vrai. Et après, vous avez des lois qui aujourd'hui ont demandé à ce qu'il y ait une constitution de communauté de communes. Nous, ici, nous sommes devenus communauté d'agglomération et avec des responsabilités, des compétences, on appelle ça des compétences, qui sont aujourd'hui de plus en plus nombreuses, qui ne sont pas sorties des mairies, mais qui y vont à la communauté d'agglomération dans ce cas-là, pour qu'ensemble on soit plus fort. Et alors c'est l'eau, alors ça surprend nos concitoyens parce que ce sont des modifications complètes. Le transport, donc l'économie, le tourisme. Donc si vous voulez, ce sont des compétences où les maires ont eu le sentiment de se sentir un peu frustrés et surtout qu'on leur prenne un peu de leur pouvoir. Oui. C'est tout à fait normal. Et voilà, donc le temps, c'est 50-50. Parce que vraiment il y a du temps à passer là-dessus et dans un sens c'est auprès des concitoyens, dans l'autre c'est avec les collègues maires et donc c'est ensemble qu'on doit travailler, avoir la responsabilité du territoire et c'est ainsi que j'ai jusqu'à présent fait l'unanimité auprès de mes collègues parce que d'abord il y avait un bilan mais il y a également la façon de travailler et puis c'est ainsi que l'on peut arriver à travailler sur le territoire. Bien sûr. Vous savez, c'est pas en étant sectaire. Il faut toujours prendre des idées avec les uns et les autres, et c'est ainsi qu'on avance. Échanger, partager. Quand vous avez fait campagne en 2008, je suis allé rechercher un peu vos arguments de l'époque. Vous insistiez sur votre profonde connaissance du territoire et de la commune, une connaissance qui bien évidemment n'a fait que s'accroître au fil des années et de vos mandats. Comment vous la décririez aujourd'hui, cette ville Biganos, si vous deviez la présenter à un étranger qui ne connaît pas du tout le coin? Alors d'abord, ça a été un peu exprimé tout à l'heure, c'est une ville au paradoxe, c'est-à-dire que d'un côté, vous avez un côté très nature, environnement, qui est ici, le port des Tuiles, les marais, l'île de Maltrate. C'est nous qui avons la plus grande surface du delta de l'Ayre, c'est la ville de Biganos. Et donc vous avez tout ce côté environnemental, nature. Vous avez 4400 hectares de forêt, certes de forêt de production, mais qui existe aussi, donc ça, c'est intéressant quand même pour les habitants ici d'avoir cet air mélangé avec cet air de résine, cet air naturel qui est fait par l'arbre, puisque c'est une pompe à carbone, donc il prend le carbone, il le stocke et puis il renvoie du bon air. Donc tout ça c'est important. Et puis d'un autre côté, vous avez l'industrie avec cette usine qui est la première unité de papier craft d'Europe, avant les Autrichiens, avant les Suédois, c'est nous qui avons la plus grosse unité, grosse zone commerciale aujourd'hui. Et je ne l'ai pas dit dans le paradoxe, nous avons des esturgeons et on fait du caviar ici. Oui, donc vous voyez, l'eau est très propre et on peut l'utiliser à différentes façons. Et puis aujourd'hui, c'est une ville qui bénéficie de sa gare. Donc qui dit gare, dit pression sociale, puisque bien souvent les gens sont venus sur Bordeaux dans un premier temps et puis après on regardait où est-ce qu'ils pouvaient s'installer. Où il y avait de la douceur de vivre. Et voilà, et donc nous avons anticipé cela, il y a plus de 10 ans, et nous allons sortir dans quelques temps la zone d'aménagement concerté autour de la gare. Parce qu'aujourd'hui, vous prenez le train à 6h04 à Biganos et vous êtes à 9h moins le quart à Paris. Oui. Et le soir, vous revenez pour 21h. Donc vous partez, il y a un train direct tous les jours qui fait Arcachon, Biganos, Bordeaux, Paris. Donc ça, il fallait l'anticiper parce que nous savions que nous aurions une pression. Elle est arrivée. Et donc, c'est une ville qui est la porte du bassin. C'est comme ça que nous l'avons nommée parce que c'est la première ville qui est sur les bords du bassin d'Arcachon. Donc vous avez aussi voulu recréer un petit peu ce cœur de centre-ville de Biganos. Est-ce que c'est une tâche qui est achevée ou il y a encore des choses à faire sur ce nouveau mandat? C'est la tâche qui reste à faire. Elle a dû, vous savez, c'est une idée qui, vous l'avez dit tout à l'heure, je connaissais bien ma ville. Mon grand-père était adjoint
au maire. Mon père était conseiller municipal, donc c'était de famille, et moi je suis arrivé maire. Donc le cœur de ville avait disparu. Faut être clair, le premier cœur de ville de Biganos, du moins de mon grand-père, c'était autour de l'église. Puis après il s'est déplacé en direction de la salle des fêtes, si on peut dire. Et puis aujourd'hui, alors il a toujours existé au cœur du quartier Facture, qui était autour de la gare. Et donc le pari que nous avons fait, c'est de créer une centralité de Biganos autour de la gare. C'est pas qu'on supprime le mot Facture, mais ça sera Biganos. Et donc on ne ferait pas ça du jour au lendemain. Mettre en place une zone d'aménagement concerté en demandant aux gens de laisser leur propriété ou de faire en sorte qu'on puisse faire un aménagement complet, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a des procès, on les a évités. On a fait tout cela dans la négociation. On a fait ça avec un opérateur. C'est 14 hectares, dont plus de 50% resteront en verdure. Alors on va un peu verticaliser, parce que bien sûr, si on ne met pas en étalement, il faut bien sûr verticaliser, mais on fait attention. Et donc on va créer un vrai cœur de ville avec des restaurants, avec des brasseries, avec un cinéma, avec un marché permanent, avec une halle où on pourra regrouper un certain nombre de commerçants. Donc ça c'est le projet du mandat qui a bien été entamé depuis 10 ans et qui devrait voir sa concrétisation. Bon, on a perdu 6 mois là, hein, parce que évidemment. vous avez bien compris, entre les élections, la Covid, aujourd'hui la période de vacances, la reprise, c'est très compliqué pour les élus de travailler dans ces conditions. Mais bon, on devrait y arriver. Et je voudrais juste terminer là-dessus. Ça rejoint un peu le propos de notre invité précédent. C'est que nous avons souhaité, et j'ai souhaité, bâtir cette zone avec les matériaux d'ici. Et donc on va le faire avec du bois, de la terre d'ici, avec de l'argile, bien sûr, de pas très loin, puisqu'ici, la ville d'Hiver est construite avec de la pierre de Biganos, puisqu'il y avait des tuileries ici. Les grands-parents transportaient la pierre à Arcachon. Et donc, et avec des isolants qui sont du chanvre, qui ne sera pas très loin. Et donc nous allons faire cette ZAC avec des matériaux d'ici. C'est une première, ça existe à Paris, où ils ont refait avec de la terre des bâtiments. Nous allons le faire ici. Donc ça c'est l'un des grands enjeux de ce nouveau mandat. Quels sont les grands enjeux du mandat du nouveau président ou réélu de la Coban? Alors nous avons un projet de mandature qui est déjà bien avancé, mais nous devons continuer, qui va s'articuler autour de l'économie, autour des compétences que nous avons des transports. Le transport aujourd'hui sur le Nord-Bassin est une difficulté puisqu'il y a des communes certes qui sont bien desservies, mais il faut pouvoir faire les transversales. Et donc pouvoir aller entre Biganos et Arès, c'est compliqué. Bordeaux, Lège, Cap-Ferré, à la limite, on a un bus qui marche très fort. C'est le bus qui est le plus rempli avec le conseil régional, puisque c'est le conseil régional qui participe avec nous à ces travaux. Mais le transport est un enjeu considérable. Alors, il faut absolument que les gens puissent venir prendre le train, que ce soit à Marcheprime ou à Biganos, ou même à la zone, à la gare routière d'Andernos. Il faut qu'ils puissent venir avec du transport en commun. Ça, c'est notre sujet. Et puis, nous avons besoin de travailler avec le conseil départemental de la voie qu'on appelle le plan de développement durable du Nord-Bassin, qui était ce qu'on appelait avant une ancienne voie. Mais est-ce que ça sera une voie? Est-ce que ça sera un transport différent? C'est un sujet sur lequel on ne peut plus retarder cette discussion. Il faut aujourd'hui prendre les actes, aujourd'hui doivent se prendre. Préservation de l'environnement aussi, bien sûr. comme dans la plupart des autres communes du bassin Arcachon. Tout à fait, parce que pour nous, c'est inné. C'est-à-dire que toutes les décisions que nous prenons, et notamment au titre de la Coban, le sont au titre de l'environnement. Il ne peut y avoir, tant que j'en aurai la responsabilité, il ne peut y avoir une décision qu'elle ne peut être prise que par rapport à l'environnement, à la préservation de cet environnement. Je vous le dirai tout à l'heure, il faut toujours trouver l'équilibre, il faut toujours le respecter et il faut y faire attention. Il faut écouter les gens qui des fois nous parlent d'environnement de façon un peu idéaliste ou idéologue, mais il faut les écouter. Tout est bon à entendre. Alors après, c'est nous qui pouvons décider, mais il faut aujourd'hui prendre en compte tout ce qui peut nous être dit, et l'environnement ici est indispensable. Si on a laissé aujourd'hui tel que c'est le Biganos et ses cabanes, c'est parce que justement je me suis battu et j'ai évité qu'il y ait des gens qui viennent nous faire une marina ou des commerces. On l'a fait différemment. La Biganos a cette particularité, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui et je vous en remercie. Merci à vous. Alors c'est aussi Biganos, une ville où il y a de nombreux labels. Notamment l'accès aux handicapés pour le sport, un territoire bio engagé, c'est-à-dire que dans les cantines, dans les écoles, plus de 20% de la nourriture qui est servie arrive du bio. La rue aux enfants, rue pour tous, c'est ville prudente. C'est vraiment important pour vous d'avoir ces labels? Oui, parce que ça montre la détermination de la ville. Je vous en donnerai un. Quand je suis arrivé aux responsabilités, il était possible pour moi, avec la cuisine centrale que j'avais, de la sous-traiter à un entrepreneur.
Et j'ai tellement mal mangé dans le collège où j'étais à Bordeaux que je me suis toujours souvenu de cela. Et je dis, si j'ai des responsabilités un jour, il faut que les enfants mangent bien. Et donc, pareil, nous avons gardé notre cuisine centrale, nous avons travaillé avec des produits locaux. Je fais partie de la chambre d'agriculture, donc j'étais assez bien placé pour trouver des personnes qui puissent nous fournir. Et aujourd'hui, nous faisons les repas et nous le faisons à base de produits pas tous forcément bio, mais qui ne transitent pas par des kilomètres et des kilomètres de camions, parce qu'il faut que ça soit près d'ici. Et on a des projets qui vont aller un petit peu plus loin dans les années à venir. On pourra en parler si nous avons le temps. Mais ça, c'est un exemple. J'ai fait manger du poisson du bassin d'Arcachon à d'autres communes qu'ici d'ailleurs. On était là, une des régions de France où on avait quand même une criée et où le poisson ne venait pas dans nos cantines. Absolument. Bon, on a réussi de façon modeste, mais quand même, avec Olivier Laban et un autre garçon qui s'occupait des pêcheurs à l'époque, on a réussi à faire manger et des huîtres et du poisson. Alors, vous êtes aussi passionné de vieilles mécaniques, paraît-il. Vous avez encore le temps de restaurer? Non, alors ça, j'ai plus trop le temps, mais vous savez, ça a une histoire. D'abord parce que nous avions du matériel agricole dans la maison. Et c'est né comme ça parce qu'à l'époque, j'avais un peu de temps et j'avais restauré un vieux tracteur américain, plus des voitures françaises. Et c'est là que j'ai eu l'idée de créer la fête de la ruralité. Absolument. Parce qu'elle vient en complément de ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Aujourd'hui, un certain nombre de nouveaux résidents viennent ici vivre sur ce territoire sans en connaître l'histoire. Et j'ai trouvé intéressant qu'on présente la ruralité avec les vieilles batteuses, avec des vieux métiers à scier qui tournent avec des locomobiles. Donc des métiers d'antan, où les enfants ont les yeux complètement ébahis parce qu'ils n'ont jamais vu ces machines. Mais c'est ça qui est l'histoire de notre territoire. Et après, il fallait le mettre un peu comme les vieilles charrues le soir avec quelques concerts pour que les jeunes viennent ici. Mais ça a une histoire, c'est une volonté. Et c'est tout mon parcours. Enfin, c'est toute une idée. Et l'an dernier, on a fait 10 000 personnes. 10 000 personnes à fête de la ruralité. Certains élus disent, ça y est, tu as trouvé la fête de la ville. J'en suis très heureux, mais c'est également celle du territoire du bassin d'Arcachon et du Val de l'Aire. Alors bien évidemment, les vieilles machines, c'est ça. Il n'y en a pas eu cette année pour les raisons qu'on connaît bien. Il y aura une fête de la ruralité, si tout va bien, en 2021, bien entendu. Bien sûr. Vous savez, on avait cultivé le blé, tout était prêt. Hein. Bon, on l'a fait autrement et de façon plus modeste et on l'a utilisé pour les animaux. Mais j'espère bien que dès le mois de novembre, nous allons nous remettre dans le travail pour créer le blé pour la saison prochaine et surtout pour la fête de la ruralité qui aura lieu le premier week-end d'août. Je l'espère que nous sortirons quand même de cette période difficile. Bruno Lafont, quand vous avez fait campagne, je crois la première fois, vous aviez cet engagement que j'avais trouvé d'ailleurs assez percutant, être parmi les siens et en prendre soin. Aujourd'hui, vous vous présentez au sénatorial, ce qui fait que si vous êtes élu, ce qu'on vous souhaite bien évidemment, vous devrez sans doute abandonner, pour cause de non-cumul des mandats, votre fonction de maire de Biganos. Comment vous justifiez ça auprès de tous ceux qui vous ont élu et qui ont cru dans cet engagement? Je vous remercie beaucoup de cette question parce que cette décision a été excessivement lourde. D'abord, la Covid ne nous a pas aidés puisque nous avons été élus avec un décalage, à la Coban également. Et tout d'un coup, fin juillet, début août, cette proposition m'est faite. Au départ, je la refuse 2 fois. Et à un moment donné, je me pose la question, ça fait 20 ans, comme je vous disais tout à l'heure, que je suis élu local. Je connais les difficultés des élus. J'ai également des mandats professionnels où aujourd'hui on parle mal de la forêt et de l'agriculture. Et je pense qu'il faut qu'il y ait des personnes, tout en restant très modeste, c'est pas du tout ma façon de vivre, qu'il faut que l'on porte un autre message. Et je me suis dit, je connais quand même le mandat des élus, j'ai un côté professionnel qui peut aider. Eh bien, il m'est fait une proposition avec une personne que je connais depuis une dizaine d'années, qui s'appelle Florence Lassarade, qui est une forestière de Rion-des-Landes. Vous voyez, c'est le monde se retrouve. Et je me suis dit, je vais peut-être consacrer une partie de mon temps à cela. Et je tirerai les conclusions le moment venu. Si ça ne marche pas, il y aura une interruption. Je ne vais pas changer du jour au lendemain, vous savez. C'est pas parce que tout d'un coup. Mais si je réussis, bien écoutez, nous trouverons les solutions. Et je sais que des hommes et des femmes pourront me remplacer. Nul n'est irremplaçable. Et j'essaierai d'avoir marqué le territoire un peu. Et je serai très fier. Mais vous savez, pour l'instant, c'est la campagne. Donc je ne sais pas du tout ce qui sera le résultat. En tout cas, vous êtes assez convaincu que les Boyens et les Boyennes le comprendront. Écoutez, je leur expliquerai que vraiment, je suis désolé du timing, parce que ça, c'est pas très pratique pour les candidatures. Puis je garderai quand même mon cœur et ma résidence ici, à Biganos. Donc je serai sûrement présent, quoi qu'il arrive, sur la liste. Ça ne sera pas le cas peut-être pour les autres responsabilités que j'ai, mais sans m'immiscer dans le travail. Et je pense que le travail que j'ai montré depuis des années, et puis comme m'a dit l'autre jour un Boyen qui m'a croisé,
c'est un honneur pour la ville, m'a dit. Oui. Ça, je ne le fais pas Ils pour vont ça. être fiers de vous. Mais voilà, il y en a une partie qui sont fiers de moi, mais je ne trahirai personne. De toute façon, ça sera aussi une autre manière de travailler pour la ville, à une autre échelle, Bien sûr. mais toujours d'être dans les idées que vous avez toujours Toujours. mises en Ça, place, de toute façon, Et sur c'est pour votre le ville. territoire. Je Bien trouve sûr. que le bassin d'Arcachon et le Val de l'Aire méritent qu'il y ait, en plus d'un parlementaire, qu'il y ait un sénateur. Nous en avions par le passé. Oui, bien Et, sûr. c'est un peu compliqué ces temps-ci. C'est pour ça que la période d'avoir été élu 3 fois et d'avoir été élu également en tant que maire 3 fois, je pense que je connais la difficulté. Vous savez, je finis avec ça. Lorsque vous avez un concitoyen qui vient vous voir et par la loi littorale, il a payé des droits de succession sur des terrains où aujourd'hui il ne peut plus construire. C'est pas le législateur, ce n'est pas l'administration française qu'il a en face, c'est le maire. Donc je peux vous dire que c'est nous qui sommes confrontés à la difficulté. Donc créer des lois, c'est bien, mais Mme Dufaux, quand elle a supprimé le COS, c'est très original. Ouais. Et ça crée quelques difficultés dans les communes. Et ça, je l'ai vécu, et ça, je saurais porter cette parole des élus locaux. Alors Bruno, avant de découvrir un autre des visages de ce dynamisme, de cette diversité de Bigalos avec Cyril Perpina qui a créé la Serre aux Délices, on va se faire encore un peu plaisir avec Jérôme Gracius. Avec Jérôme, absolument. On va écouter un nouveau Jérôme avec sa clarinette et il va, un titre magnifique, hein, Passport to Paradise. Wow. C'est magnifique de On Sidney y va, Bechet. au paradis tout de suite avec Jérôme Gracius. Avec Jérôme Gracius et sa clarinette enchantée. Merci d'être avec nous, d'être fidèle à ce rendez-vous hebdomadaire. Le bassin est à vous, vous le savez, il est à vous parce que on se retrouve chaque semaine grâce à cette émission et grâce à votre fidélité dans une ville différente du bassin d'Arcachon. On est à Biganos aujourd'hui avec son maire Bruno Lafont sur ce port que vous reconnaissez avec ses cabanes multicolores. Et on va découvrir, Myriam, un autre visage, je le disais, de la ville. On va parler de plantes. Le plateau s'est fleuri là, pendant l'intermède musical de Jérôme Gracius. On va parler de plantes, mais pas n'importe lesquelles. Non, pas n'importe lesquelles. Ce sont des plantes qui se mangent. Et c'est Cyril Perpina qui nous en parle. De la Serre aux Délices. Pardon, bonjour Cyril. Oui, bonjour. Alors expliquez-nous, la Serre aux Délices, en quoi ça consiste ?
Alors c'est une petite entreprise agricole créée en 2016, tout début 2016, donc je suis dans ma 5e saison. Spécialisée vraiment dans la plante comestible sur toute la partie aérienne, donc ses feuilles et fleurs. Et on commercialise un peu plus de 140 variétés différentes de plantes aromatiques. Donc il y a du très classique, thym, romarin, ciboulette, des choses qu'on connaît très très bien. Il y a des choses qui sont beaucoup moins classiques chez nous, qui sont des plantes qui viennent d'ailleurs, qu'on a parfois connues dans des jardins ornementaux, mais dont on n'a pas connaissance de l'utilité aromatique, ou qu'on a tout simplement oublié, même parfois dans le pays d'origine. Voilà, je cherche, je retrouve des vieilles variétés de plantes et je les mets au goût du jour. Et du coup, est-ce que c'est vous qui faites les greffes Enfin, moi je suis toujours étonnée. Une plante qui, quand on mange la feuille à goût de mangue, quand même extraordinaire. C'est pas mauvais. En plus, c'est très pratique à cuisiner. Vous pouvez en mettre à peu près partout. Et j'en ai eu. Elle est là d'ailleurs. C'est vous qui les greffez, c'est vous qui les créez? Non, vous allez les trouver qui sont prêtes. Je les déniche, ouais, tout à fait. Je me contente de les dénicher, ce qui est déjà pas mal. Ça, c'est la plante qui a le goût de mangue, là, comme vous me disiez. D'accord. Elle vient de l'Arizona. Donc, elle a traversé l'Atlantique. Et maintenant, on la multiplie. Et effectivement, on la multiplie. Surtout, on la propose on la présente aux clients. Comment vous faites ce sourcing, comme on dit aujourd'hui? Comment vous allez identifier justement toutes ces plantes? Alors ça, c'est la partie la plus difficile. De voyager beaucoup ou... Alors maintenant, heureusement, avec Internet, on peut voyager en quittant pas son fauteuil. En restant à Biganos, on est tellement bien. Exactement, parfois ici. Et non, il y a vraiment de tout. C'est-à-dire qu'il y a la connaissance générale, parce que je suis quand même ingénieur horticole et j'en connaissais un certain nombre. Il y a beaucoup de curiosité, d'aller chercher dans des vieux livres, d'aller chercher dans des vieilles histoires, qu'est-ce qui se mangeait, quelles étaient la flore locale, etc., ce qu'on utilisait. Il y a parfois des clients, et ça c'est presque mes plantes préférées à moi, c'est celles qui ont une histoire reliée à un client qui arrive un jour et qui me dit moi j'ai ça dans mon jardin, ou alors je suis parti dans tel pays, j'ai vu telle plante, j'ai ramené comme ça de la menthe indienne qu'on appelle yerba buena au Mexique, parce que j'ai des amis qui sont allés. J'ai ramené de la moutarde anglaise parce que j'ai un client qui a ça dans son jardin de la grand-mère. Depuis des années, il ne savait pas ce que c'était, mais il savait qu'on la mangeait, etc. Donc voilà, j'ai des histoires comme ça assez sympathiques. Comment vous est venue cette idée, alors Cyril, d'essayer d'étoffer la gamme de ce qu'on connaissait, comme vous le disiez? Alors moi, depuis que je suis petit, je jardine. J'avais un coin de jardin au fond du jardin familial. Donc je fais ça depuis que je suis tout petit, et comme beaucoup, j'ai commencé par planter ce que je trouvais. Donc ça allait du gland, mais surtout de ce que je trouvais dans la cuisine. Donc j'ai planté des lentilles, des pommes de terre. Le noyau d'avocat. Le noyau d'avocat, les noyaux de fruitiers. J'ai planté de la semoule, ça marche pas super bien. Encore, les gamins, on essaye, les nouilles, enfin tout y est passé vraiment. Et donc j'ai toujours eu ce rapport avec l'utilitaire, avec la cuisine. Non pas que je sois un bon cuisinier, parce que je suis plutôt très très mauvais, mais j'aime ce qui est utile et beau si possible, mais surtout utile. Et donc ça m'est resté. Donc j'avais une culture comme ça, j'étais déjà moi-même client de producteurs d'aromatiques, j'avais comme ça une connaissance assez générale. Et quand il a fallu quand j'ai cherché à m'installer et que j'ai trouvé ce site sur Biganos, naturellement, je suis allé vers ce que j'appréciais, ce qui me touchait le plus, etc. Un site classé bio d'ailleurs. Oui, on est effectivement éco-certifié en agriculture biologique. Et depuis cette année, on travaille même avec des pots en fibre de bois des Vosges. Désolé, la fabricant est vosgien, il est pas boyen. Mais on essaie de réduire au maximum les plastiques. Et on a des plantes. On a une autre spécificité, c'est qu'on a des plantes moches. Je m'explique. Voilà, on a des plantes qui font ça, vous voyez. Donc ça, c'est pas très Jardiland. Oui. Et parce qu'on met pas d'engrais dans nos pots. D'accord. Donc on a des plantes qui souffrent, mais qui du coup reprennent très très bien dans les jardins parce qu'elles sont contentes de sortir et elles vous le font savoir. Donc elles ne sont pas du tout choyées, c'est même plutôt le contraire. J'appauvris au maximum. J'essaye de leur rendre la vie la plus difficile possible pour qu'elle soit la plus facile possible chez les clients. Pour qu'elle soit forte et dynamique. C'est comme ça aussi que, effectivement, souvent qu'on apprend en vivant un peu l'adversité. Pour nous, à fond, quand on a un garçon comme ça qui arrive et qui vous dit moi je vais faire pousser des plantes un peu bizarres, on s'inquiète pas un peu quand on est une paire de Biganos? D'abord, c'est un passionné lui aussi, vous l'avez vu, passionné dans son activité. D'abord, il a plusieurs avantages. D'abord, il est juste à côté de chez moi, il est moyen. En plus, mon père était agriculteur, forestier agriculteur, d'où les machines. C'est pour ça que nous avions gardé ces machines agricoles. Donc, tout ce qui touche à la terre nous intéresse. D'ailleurs, autour de chez lui, dans cette zone-là, la collectivité a pas préempté, mais a mis en nombre d'hectares 120 hectares agricoles. Alors, c'est compliqué parce que dans le cadre des PLU, pour
pour que justement des activités comme la sienne puissent prospérer, puissent venir s'installer, puisque le terrain se fait rare aujourd'hui. Ce sont des pins qui ont colonisé ces terres agricoles. Et donc, lui, quand il est venu me voir, M. Pertina, c'était vraiment ce passionné qui venait. Et quand il m'a fait goûter l'huître, la plante qui avait goût d'huître. Il y a une plante qui a goût d'huître quand même. Il me dit, j'ai même pas eu besoin de fermer les yeux. Et il m'a dit, mais il y en aura bien d'autres. Et c'est là où il vous a donné toutes ces plantes qui doivent faire la passion des cuisiniers, mais également des grands chefs de France. Et il mérite d'être connu parce que d'abord, c'est un passionné, c'est un vaillant. Parce que je peux vous dire que dans le terrain où il est, c'est pas forcément évident. Et en plus, il a cette culture à aller chercher sur Internet tout ce qu'il connaît. Et il m'envoie même des articles de temps en temps. Ça me fait très plaisir sur ces sujets à lui, mais sur d'autres sujets qui me concernent. Mais c'est un bon boyen. Alors justement, Cyril, qui sont vos clients? Alors 90% de mes clients sont des particuliers. D'accord. Et après, j'ai quelques restaurateurs, des grands, des très bons. Des chefs, je suppose qu'il doit y avoir un mouvement de curiosité. Alors vous faites rentrer un chef étoilé ou pas, vous le faites rentrer à Serre aux Délices, c'est un gosse dans un jouet club. C'est pareil, ils ont le même comportement, ça court partout, ils sentent, ils reniflent, et ils sont là, c'est sûr, c'est trop bien. Et c'est vraiment très très agréable parce que du coup on a un vrai échange. Moi je suis très mauvais en cuisine, c'est eux qui m'expliquent ce qu'eux peuvent en faire et ce qu'ils en ont fait. Au niveau de l'association des goûts. Exactement, donc je reçois des fois des photos, je goûte parce que des fois j'y vais aussi pour goûter et ça c'est très enrichissant, c'est très très sympathique. Donc il faut vraiment leur donner un peu plus envie à venir vous voir et à pouvoir retrouver plein de choses, plein de vos plantes dans leur plat. Oui, parce qu'en fait on est deux, il y a une deuxième personne qui s'est installée sur le terrain. Moi j'utilise une serre et je fais de la plante en pot comme vous avez vu pour les gens qui veulent planter. C'est pour ça que les restaurateurs ne sont pas mon cœur de cible parce qu'un pot ça ne va pas les intéresser. Par contre on cultive sur tous les extérieurs et là on fait du frais, du sec. D'accord. Et là ils sont clients. Donc là on a envoyé sur Paris à Pierre Hermé, on a envoyé, il était question d'envoyer en Chine à un moment, on est bien. Comment vous faites connaître justement aujourd'hui? C'est quoi les enjeux pour la Serre aux Délices pour essayer de se développer, de toucher le plus de clients possible? Au-delà d'être invité dans le bassin est à vous. Oui, d'ailleurs je vous en remercie. Non, alors moi je fonctionne uniquement sur le bouche à oreille. C'est-à-dire parce que pour moi il n'y a pas d'autre publicité valable. Donc les gens qui viennent chez moi, c'est parce que ou ils sont déjà venus, ou ils ont entendu parler, parce qu'ils ont un copain qui a ramené des plantes, il leur a fait goûter ou leur a dit il faut absolument que tu ailles par là. Ou alors ils en ont mangé chez un restaurateur qui leur a dit ça vient de là. Et ils arrivent, ils me disent ben moi j'ai goûté ça dans tel plat, je veux ça et ça et ça et ça. Mais c'est vraiment que du réseautage et j'y tiens. J'ai pas envie de communiquer particulièrement. J'ai pas envie que des gens qui sont pas vraiment, qui connaissent pas ou qui arrivent par curiosité. Je veux que les gens viennent parce qu'ils en ont entendu parler. Oui. Alors moi j'aime beaucoup la définition que Cyril a de ces plantes. Vous dites de vos plantes qu'elles sont au carrefour de l'ethnique, de la cuisine et de la médecine. C'est vrai. Et c'est vrai. On y revient de plus en plus aujourd'hui à utiliser les plantes. Je dirais à leur premier état, les gens reviennent de plus en plus à ça et c'est comme ça que vous les définissez aussi les vôtres? Oui, parce qu'elles ont toute une histoire. C'est-à-dire quand je prends n'importe quelle plante, elles ont une histoire, elles viennent d'un pays, elles ont eu un usage, elles ont un usage actuel, elles ont un usage potentiel, elles sont belles dans un jardin, on peut les planter de telle manière, donc on est vraiment, et elles ont des propriétés médicinales, quasiment toutes. Et donc c'est vrai que c'est très très intéressant parce que quelle que soit la façon dont vous abordez la plante, que ça soit juste esthétique dans un jardin, que ça soit un côté collectionneur, que ça soit juste pour la cuisine, que ça soit parce que vous avez fait des études dans le médicinal, vous êtes infirmière, ou pharmacienne et vous vous intéressez aux plantes médicinales, on a toujours quelque chose à dire on a toujours quelque chose à trouver pour un client parce que c'est vraiment comme un grenier où on trouve des petites pépites et c'est vraiment chouette. Vous organisez aussi des visites? Oui. C'est ça, on peut venir chez vous pour visiter et voir. Ça m'étonnerait qu'on ne reparte pas avec des plantes. C'est très dur. Mais ça arrive. Ça n'arrive pas souvent. Dans l'année, ça doit m'arriver 5-6 fois, mais pas plus. Mais vous organisez des visites en tous les cas? Alors la serre est ouverte au public, ça fait partie de notre spécificité également, c'est que je produis sur place, mais j'ai aussi la double casquette, c'est-à-dire qu'on peut venir visiter la serre, être accompagné, parce que moi j'accompagne tous les gens qui viennent. D'ailleurs, j'ai pas d'étiquetage particulier, il y a juste un nom commun, mais qui dit rien de plus. Et les clients goûtent, donc on a vraiment une approche sensorielle de la plante, on la regarde pas. Là, moi j'invite tous les clients à découper une feuille ou à sentir, à mettre à la bouche, à mettre au nez pour se donner
une idée de ce qu'elle peut apporter, quoi. Et donc après les gens choisissent effectivement. Alors ça peut être des groupes, mais ça peut être des particuliers. On Je accueille pense qu'on de va tout. goûter tout à l'heure. Ah mais j'ai ramené tout ça pour rien, pas pour quelque chose. Hein. Question peut-être un peu stupide, mais est-ce que, sans mauvais jeu de mots, on se coupe pas un peu l'herbe sous le pied en vendant des plantes comme ça en pot que les gens vont ensuite faire pousser chez eux et donc ils vont plus venir vous en acheter, Oui. Au lieu de faire uniquement du sec? Effectivement, on a cette dualité-là, vous avez raison. Une plante, si vous achetez une plante comme les miennes, c'est des plantes vivaces. En plus, je fais quasiment que de la vivace. Donc vraiment, j'avais vraiment envie de me rendre la chose difficile. Mais ça nous oblige en permanence à en avoir des nouveautés. Moi, j'ai des clients qui viennent depuis 4 ans, 5 ans, depuis le début, et qui tous les ans viennent au printemps en me disant « Qu'est-ce que vous avez de nouveau cette année ?» Et donc, qui petit à petit, comme ça, augmentent la richesse de leur jardin. Et c'est ce qui me pousse, ce qui m'oblige, moi, à me pousser toujours en avant, c'est toujours d'avoir... entre 4 et 5 nouvelles variétés, ce qui peut paraître pas beaucoup, mais c'est du travail derrière, parce qu'entre le moment où on a connaissance d'une plante, le moment où on la reçoit déjà, les premiers exemplaires, où on essaye de la cultiver, je dis bien essayer parce que c'est pas forcément évident, et après on essaye de la multiplier, il se peut s'écouler 2 ans, 3 ans, il y en a que j'ai déjà depuis 4 ou 5 ans, et que je ne commercialise toujours pas, parce que je n'ai toujours pas trouvé le moyen de les multiplier à grande échelle pour les clients, donc des fois j'en fais 10, j'en fais 15, ça part dans la semaine, et puis après il n'y en a plus, quoi. On est vraiment dans l'artisanat. D'accord. C'est ce qui vous tient à cœur. Oui. Merci Cyril, la serre aux délices, donc on vous invite vraiment à aller découvrir ça parce que c'est tout à fait merveilleux, original et puis on ne peut plus dans l'air du temps, bien évidemment. Donc merci de nous avoir fait partager cette passion et puis... à tout à l'heure pour la dégustation. On va s'amuser un petit peu. Pour la dégustation. Bruno Lafont, quand on a entendu une chose importante dans ce qu'a dit Cyril, c'est qu'il avait choisi de s'installer à Biganos. Je pense que ça doit être une grande fierté pour un maire que des entrepreneurs comme ça, passionnés, choisissent votre ville pour venir créer leur entreprise et la développer. Bien sûr, et lorsqu'ils arrivent dans votre bureau, c'est là qu'il ne faut pas le décevoir. Il faut lui apporter les solutions à toutes les problématiques qu'il pourrait avoir. Et des fois, elles sont nombreuses et des fois très originales. Et donc, c'est notre rôle. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Un élu, un maire, c'est celui qui doit pouvoir mettre de l'huile dans les rouages, qui doit rendre facile ce qui est difficile, répondre aux questions. Enfin, moi, je l'ai toujours exercé dans ce sens-là. Parce que, comme j'ai été à une époque de l'autre côté de la barrière, on connaît les difficultés. Et il a choisi ce territoire. En plus, c'était un territoire agricole, là où il était. Et donc, ça ne pouvait être qu'une continuité. Donc, c'est très heureux pour la ville de Biganos d'avoir un garçon comme lui. En plus, il est dans le groupe des commerçants, des artisans. Il est très dynamique. Et donc, il est un plus pour notre ville. Merci Cyril. Merci beaucoup Cyril. Myriam, on va découvrir de plus près maintenant celui qui nous enchante depuis le début de l'émission avec sa clarinette. Oui. C'est Jérôme Gassius qui vient s'asseoir avec nous, qui prend le relais de Cyril. Et oui, ça bonjour. En live, on est à... ça. Bonjour Jérôme. Bonjour monsieur le maire, Myriam, Pascal. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors Jérôme, on vous a entendu avec cette clarinette. Moi je vous le disais avant l'émission, j'ai fait un peu de clarinette quand j'étais jeune, j'adore cet instrument et ça m'a fait très plaisir quand Myriam nous a proposé de vous recevoir dans l'émission. Comment vous êtes venu à cet instrument? Je crois que vous avez commencé par le saxophone. Oui, j'ai commencé petit dans une école de musique sur le bassin, à la Teste de Bûche. J'ai commencé l'enseignement du saxophone à l'âge de 9 ans. Et puis j'ai fait toute ma scolarité avec cet instrument et c'est bien plus tard, je crois que j'avais 20 ans quand je me suis mis à la clarinette. Voilà, après avoir écouté des orchestres de jazz où vraiment cet instrument, je suis tombé vraiment amoureux de la clarinette à cette époque-là. Alors vous jouez dans plusieurs formations et à chaque fois par contre vous avez enregistré, vous avez fait 2 albums avec les différentes formations que vous aviez. Je ne l'ai pas fait exprès. Mais oui, effectivement, avec ces formations phares, j'ai enregistré 2 albums en duo avec Alain Barabès au piano. Oui, et qui est extraordinaire. Moi, pour l'avoir vu plusieurs fois en concert, en plus, c'est un pitre. Hein, donc, c'est vrai que c'est un petit peu animé à chaque fois. Évident, des fois. Et puis, 2 albums aussi avec le Guillaume Nouveau Trio. Un album où nous avons enregistré uniquement avec le trio de base. Et puis récemment, un album que Guillaume a réalisé avec 11 clarinettistes différents de tout le pays. Voilà, et le disque s'appelle The Clarinet Kings.
Super, bah oui, Je suis forcément. très honoré. Alors pas très évident d'ailleurs l'exercice d'aujourd'hui parce que jouer du jazz et sur des morceaux comme tout à l'heure de Sidney Bechet tout seul, c'est pas évident, mais c'était quand même déjà magnifique. J'avoue que j'ai réfléchi. Oui, c'est bien, bravo. Merci d'avoir relevé ce défi, c'est pour notre plus grand plaisir et puis pour celui de nos téléspectateurs, bien évidemment. Alors, la clarinette, c'est un instrument qui a un répertoire vraiment magnifique dans le classique et dans le jazz. Vous êtes plutôt spécialisé dans le jazz. Vous faites aussi des incursions dans le classique? Ça m'est arrivé, mais pour le moment, j'en fais plus. Quels sont les projets de Jérôme Gassus aujourd'hui? Alors, les projets étaient dans une période où malheureusement, on peut pas, quand on est musicien, on est extrêmement frustré, on ne peut pas se produire beaucoup. Ça a été difficile là, depuis le mois de mars. Bien sûr, tous les festivals ont été annulés jusqu'à maintenant. Et là, j'ai la reprise. Je reprends le 1er septembre, comme les enfants. C'est la rentrée. Donc avec des concerts un peu partout dans la France. Pour l'instant, si tout se passe bien, c'est reparti un petit peu avec bien sûr les nouvelles conditions bien sûr, sanitaires. Dans tous les cas, vous participez à des gros festivals assez importants d'habitude, hein. On peut les citer en quelques-uns. Oui, les festivals. Il y a eu Marciac. Oui, festival de Marciac, festival de Cruise en jazz. J'ai joué dans un festival en Allemagne, aux Pays-Bas, en Suisse. Voilà. Aussi, et puis Jérôme ne reste pas que sur le bassin, il s'exporte. Hein. Mais il y revient toujours, comme nous tous, bien évidemment. Voilà, c'est ça. Bruno, vous écoutez quoi comme musique? Alors moi j'écoute la musique moderne, j'écoute la musique classique. Nous avons une école de musique à Biganos aussi que nous avons développée. Elle avait pris une direction à un moment donné qui n'était pas forcément celle que nous souhaitions. Et nous avons repris tout cela et nous sommes très heureux aujourd'hui parce que les enfants découvrent la musique, c'est ce que nous voulions. Et mon père jouait de la clarinette, moi j'ai trouvé un jour la clarinette, j'ai cassé les oreilles à ma famille pendant 48 heures et puis ça s'est arrêté là. J'ai regretté, je regrette encore de ne pas jouer un instrument parce que je trouve que c'est très convivial. Et puis je trouve que dans une réunion de famille ou d'amis, dès l'instant où il y a un musicien, ça change tout. Dans la musique, c'est très agréable. C'est vrai. Un instrument doux, chaud et convivial à la fois. Jérôme, pas trop tard. C'est le un peu de temps. Je crois que c'est ça, hein, c'est le manque de temps. Il pourra vous donner quelques cours après, quand vous prendrez votre retraite de sénateur, je veux dire. Oui. Jérôme, ravi de vous avoir découvert un peu mieux. On se régalera encore en vous écoutant tout à l'heure à la fin de l'émission. On va découvrir dans un instant encore une autre image de cette diversité de Biganos avec Catherine Lizin qui a créé le premier escape game du bassin d'Arcachon. Mais avant cela, une petite pause de publicité. Il faut que tout le monde vive, bien entendu, y compris nous. Et on se retrouve tout de suite. Alors, je m'appelle Étienne, j'ai 24 ans et je suis la 7e génération de coiffeurs dans ma famille. Ici, on est à l'hôtel Villa Lamartine, en plein centre-ville d'Arcachon, dans un cadre très sympa. C'était une salle de sport ici, et on est dans mon salon de coiffure aujourd'hui. Ouais, le coiffeur psychologue, ça arrive. On est le confident aussi, hein. On a le temps, on est assis, surtout dans ce cadre-là dans lequel aujourd'hui j'évolue, où je reçois quand même sur mesure ma clientèle, où j'ai du temps et je prends le temps et ça j'y tiens, et c'est important pour moi. Je coiffe hommes, femmes et enfants. Salon mixte. On est de retour sur le port de Biganos pour ce 7e numéro, et oui déjà 7, de Le Bassin est à vous, votre émission qui nous permet de vous retrouver chaque semaine dans une ville différente de ce magnifique bassin d'Arcachon qu'on aime tant et qu'on aime tous. On est avec Bruno Lafont, le maire de Biganos, et puis notre dernière invitée, Catherine Lizin, qui a fondé, je vous le disais, le premier escape game du bassin d'Arcachon. Alors Catherine, on entend tous tout le temps parler depuis quelques mois de ces escape games, c'est en train de faire fureur auprès des jeunes comme des moins jeunes d'ailleurs. Expliquez-nous le concept de l'escape game. Alors, le concept en soi, c'est de venir s'amuser en s'enfermant. Alors oui, je sais, en cette période, c'est peut-être pas le bon mot, mais au contraire, on vient s'amuser. On est enfermé dans une pièce avec soit sa famille, soit des amis, soit des collègues aussi, quand c'est avec sa société par exemple. Et on a des énigmes à résoudre, et l'ensemble de ces énigmes va faire qu'on va arriver à résoudre l'énigme finale
peut-être avant la fin de l'heure. Et si vous y arrivez, vous avez gagné. Mais et si on n'y arrive pas, il nous arrive quoi? Mais c'est ce que j'allais dire. Dans tous les cas, vous passez un excellent moment. Vous passez 1 heure vraiment à vous amuser, à faire fonctionner les neurones. Et si vous n'y arrivez pas, je viens vous libérer quand même. J'ai pas trop de cadavres, je vous le jure. Et alors, pourquoi avoir choisi de vous installer ici à Biganos? Je l'ai entendu moult fois aujourd'hui, c'est le carrefour. Et comme c'est une activité qui est vraiment pour tout le monde, il faut penser autant au nord du bassin qu'au sud du bassin, qu'au nord des Landes, qu'aux personnes qui sont entre le bassin et Bordeaux, qui ont peut-être pas trop envie d'aller sur Bordeaux. Voilà, donc c'était un carrefour et puis un accueil très chaleureux aussi. Alors, comment ça se passe? Parce que vous avez plusieurs salles, donc plusieurs types d'énigmes. Qui c'est qui crée les énigmes? C'est vous? Oui, c'est moi. D'accord. C'est moi. Ou souvent, quand les gens sortent de la salle, ils disent mais vous êtes totalement timbré. Voilà. Comment vous faites pour créer tout ça? Oui, effectivement, je suis un peu timbrée, mais j'adore voir les gens s'amuser avec mes créations. Ça, c'est un vrai plaisir. Et du coup, vous les renouvelez tous les combien? Parce qu'une fois que les gens sont venus et ont trouvé l'énigme, ça veut dire qu'il faut les renouveler très souvent. Ça se renouvelle comment? Enfin, ça, concrètement, on va dire en back-office, comment ça se passe? Alors, dans l'idée, vous investissez un certain montant dans une salle, donc il faut d'abord le rentabiliser avant de pouvoir la changer. D'accord. Donc, au plus de monde il y a, au plus je peux vite changer les salles. Voilà, donc c'est une question aussi de quantité de personnes qui viennent jouer. Après, j'ai l'avantage d'être créatrice de mes propres salles, donc j'ai eu l'opportunité déjà d'en vendre. Et de ce fait, si j'ai une salle qui est vendue, je peux la changer plus vite. Et ce qui fait que les habitants de Biganos et du bassin, ils sont contents parce qu'ils ont plus vite des salles. Parce que sur Bordeaux, par exemple, une salle va rester 5 ans, 6 ans, mais il y en a beaucoup. Donc il y a beaucoup de monde. Voilà, alors sur le bassin, c'est mieux de les changer plus tôt. Et donc quand vous dites une salle, ça représente quoi en superficie? Alors ça, c'est très variable en fonction de chaque escape game, en fonction du thème que vous allez avoir. Il faut adapter la superficie au thème que vous allez utiliser, que vous allez mettre dans la salle. D'accord. Voilà. Mais là, après, il y a des choses que je peux pas trop dévoiler. On est dans le secret. Alors vos clients, c'est à la fois la famille, le groupe de copains, l'entreprise qui veut faire du team building, comme on dit, c'est-à-dire le renforcement des liens entre... Cohésion. Vous avez pensé à enfermer le conseil municipal déjà ou pas encore? Il est venu à l'inauguration et je crois qu'il a eu peur, il n'est plus revenu depuis. Vous n'êtes pas adepte. Vous n'avez jamais fait d'escape game? Non, je ne l'ai pas fait, honnêtement. Alors, je vais vous raconter l'anecdote. Quand elle est venue dans mon bureau la première fois, je vais avoir l'honnêteté de le dire, hein, moi, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est votre truc là? Alors après, quand elle m'a expliqué, j'ai compris, parce que j'ai des enfants qui sont un peu plus âgés, mais enfin qui connaissent cela, qui participent. Donc je ne dis pas que je n'y participerai pas. Ça ne me dérangerait pas du tout. Il suffit de résoudre l'énigme et puis j'ai bien compris qu'on nous trouverait si je ne réussis pas. La casquette et la pipe de Sherlock Holmes, et ça y est, c'est parti quoi. Bon. Moi ce que j'aime bien, parce que ça fait je crois 3 fois avec nos 3 invités différents que j'entends Bruno Lafont dire quand il est venu dans mon bureau ou quand elle est venue dans... C'est-à-dire que aujourd'hui, quand on veut s'installer à Biganos, on vient voir le maire, on lui présente son projet et il est là pour nous soutenir. Oui, en ce qui me concerne, bien sûr les services, il y a une préparation des entretiens ou des fois des opportunités, mais je regarde toujours les demandes qui sont faites. Et je vous dis, c'était l'engagement que j'avais pris moi, c'est d'abord d'être élu à plein temps, parce que j'avais la possibilité de le faire, hein, parce que c'est pas donné c'est pas possible pour tout le monde. Bien sûr. Et il se trouve que mon activité personnelle et professionnelle faisait que c'était possible. Et donc ça vous laisse du temps pour pouvoir écouter les propositions qui vous sont faites. Mais je trouve que c'est très important, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on a été de l'autre côté de la barrière, c'est tellement difficile que moi, dans le rôle d'élu que nous avons, c'est de rendre ce qu'on n'a pas forcément eu à une époque. Et donc je crois que c'est comme cela que je le conçois. Et donc, et là, c'est assez sympathique parce que sans le faire exprès, vous avez choisi à la fois le milieu agricole, vous avez choisi l'activité professionnelle sur un lieu, je dirais, d'industrie, ou du moins là, artisanal, mais quand même qui est bien développé économiquement, et puis là, la zone d'activité. Ouais. Et donc, c'est un peu l'ensemble de cette vie économique de la ville dont on se rend peu compte, puisqu'il y a plus d'1 millier d'entreprises sur la ville, ce qui est un chiffre considérable sur la ville de Biganos. Et puis ce sont des emplois. Bien souvent, les gens croient que c'était à l'usine Smurfit
qu'il y a le plus d'emplois. Mais pas du tout, c'est sur la zone commerciale. Oui. Il y a plus de 1200 emplois. Alors bien sûr, les marques changent, ça évolue, il y a des transformations, mais c'est la vie. Et qui m'aurait dit il y a quelques années que j'aurais un FPS Game sur Biganos et qui fonctionnerait dans un cadre très sympathique, dans une zone qui petit à petit se complète. Et moi je trouve qu'elle est très bien placée et en plus ça marche bien, enfin de ce que je vois. Alors justement, Catherine, on se doute bien que la période n'a pas été propice ces derniers mois. Quels sont vos espoirs, vos projets pour la rentrée? Est-ce que ça va pouvoir redémarrer de façon assez active? Alors, je vais vous dire, elle n'a pas été propice pour les finances, mais elle a été très propice pour moi, pour parce que j'ai créé une nouvelle salle. Voilà, j'ai créé une nouvelle salle. Ça m'a permis de changer une salle et de créer une salle qui est une salle, ce qu'on appelle 2.0 sans cadenas. C'est une salle très évoluée en termes d'escape game. C'est la première salle sans cadenas sur le bassin. Et ça a permis du coup, voilà, c'est des salles qui prennent beaucoup de temps à la création. Voilà, donc j'ai vous avez positivé cette période. Voilà, tout à fait. Et là, en juillet, effectivement, on a vu les gens revenir, mais tout doucement. Voilà, plutôt envie d'être à l'extérieur. Bon, et au mois d'août, alors je suis désolée de le dire, mais j'étais ravie qu'il pleuve parce que du coup j'ai eu plein de clients qui sont venus se mettre à l'abri chez moi. Alors justement, pour vous situer, puisque parlons-en pour nos téléspectateurs, vous êtes situé où exactement? Alors, donc dans la zone commerciale, face à Auchan. Voilà, il y a toute une zone d'activité qui se développe de plus en plus avec la caserne des pompiers qui arrive là, entre autres. Et ben, je suis dans ce coin-là. Voilà. Mais on me trouve très facilement avec le site internet et puis en utilisant toutes les applications de géolocalisation, on me trouve sans problème. Et à partir de quel âge on peut participer à un escape game, un enfant de quel âge? Alors moi je suis une maman avant tout. Je fais les escape games avec ma fille. J'ai toujours adoré ce côté très familial dans les escape games. Donc c'est une dimension que je veux vraiment donner chez moi, dans mes 3 salles. Donc mes 3 salles sont vraiment avec des thèmes familiaux qui peuvent plaire à tous les enfants, mais aussi aux adultes et aussi aux grands-parents. Donc la salle par exemple Panique à la fabrique, elle est accessible à partir de 8 ans. D'accord. Voilà, ça se passe dans une confiserie, donc tous les gourmands sont les bienvenus. La salle du secret de Magic Man, là, est un petit peu plus dans un petit café-théâtre, donc une ambiance un peu plus feutrée. Donc là, un peu plus difficile, donc j'autorise les enfants à partir de 10 ans dans cette salle. Et puis la nouvelle salle, le naufrage, qui fait rappel au bassin d'Arcachon, puisqu'on va sauver un bateau qu'il faut ramener au port d'Arcachon. Cette salle étant vraiment plus compliquée, bon, j'accepte les enfants de 10 ans, mais s'ils ont vraiment de l'expérience déjà en escape game. D'accord. Bon. Merci Catherine Lisin. Merci beaucoup. Premier escape game du bassin à découvrir absolument si vous ne connaissez pas encore et même si vous connaissez, puisque Catherine vous l'a expliqué, il y a plein de nouvelles énigmes en permanence. Elle en crée des nouvelles très régulièrement. Donc nous on va essayer, on va se faire enfermer. Si vous ne voyez pas la semaine prochaine, c'est que on n'est pas sorti. Ça ne m'étonnerait pas qu'on ne trouve pas, nous on n'est pas très malin. Myriam, c'est déjà l'heure malheureusement de se séparer. Bruno, merci d'avoir été avec nous. On a essayé d'illustrer un petit peu cette diversité de Biganos. J'espère que vous avez retrouvé un peu votre ville avec nos invités. Vraiment, je vous remercie beaucoup parce que c'est 3 portraits différents. Je vous l'ai dit, c'est sur des lieux différents, des activités différentes. Je vous en remercie. Merci d'être venu ici sur Biganos, sur ce port. Vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de monde qui circule. Voilà, mais c'est très vivant. C'est très vivant. Et voilà. Merci de vous être attardé sur notre commune et merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus et puis surtout merci à vos équipes qui ont mis tous les moyens pour nous, pour qu'on soit bien reçus. Merveilleusement reçus. Absolument. On espère qu'on reviendra parce que on ne doute pas que cette émission puisse se pérenniser. Il y a tellement d'autres choses, tellement de visages nouveaux, d'entrepreneurs, de créateurs, d'artistes à faire valoir sur le bassin d'Arcachon. Donc on reviendra à Biganos, c'est promis, en tout cas l'été prochain et peut-être même avant. Merci à Catherine Lisin, merci à Cyril Perpina de la Serre aux Délices, qui était aussi notre invité tout à l'heure, et puis à Dominique Pierre de Kitea, avec ses studios de jardin. J'ai bien retenu qu'il fallait que je m'occupe vite de t'en trouver un pour ton jardin, Myriam. Ah, tu l'as dit, tu le fais.
Et puis bien sûr, merci beaucoup à Jérôme Gassus qu'on va entendre. Mais un prochain rendez-vous la semaine prochaine? On est où la semaine prochaine? On a une chance extraordinaire la semaine prochaine. On était déjà très heureux d'être ici sur le port de Biganos, mais là c'est assez exceptionnel puisqu'on va être sur la base aérienne de Cazaux. Vous savez que c'est pas facile de pénétrer ça. On va vous emmener dans les coulisses de la base aérienne devant les Alpha Jets. Ça va être merveilleux. Alors on ne doute pas que vous serez très nombreux à ce rendez-vous. Ça veut dire que tu vas me la faire à la Top Gun? Ouais, avec les lunettes et tout, ouais. Le blouson. Tu changes tes la lunettes? totale. Ah, c'est terrible. Moi, il me tarde la semaine prochaine. Allez, on vous souhaite une excellente semaine à tous. Prenez soin de vous. Merci à nos équipes, bien sûr, Étienne, Manon et puis notre producteur vénéré. Et puis surtout, une personne dont on ne parle jamais et pourtant c'est grâce à elle qu'on a tous ces merveilleux invités, c'est Karine. Donc merci beaucoup Karine. Et puis Jérôme, voilà, le mot de la fin à la clarinette de Jérôme Gassus. Merci Jérôme. Merci. À très bientôt. Bye bye. Merci, au revoir. Le bassin.